dernier intervenant de ce colloque, et vous des moindres. Donc j'ai le grand plaisir d'accueillir Clément Thibault, donc directeur d'études à l'HECS. Alors, spécialiste de la grande spécialité de l'Amérique latine, Colombie, Venezuela, du début du 19e siècle, enfin 18e, début du 19e siècle, spécialiste de l'histoire atlantique, spécialiste de l'histoire des indépendances latino-américaines, spécialiste du républicanisme, et qui a aussi été, avec Antonio, un des porteurs du programme Staraco, donc aussi spécialiste des questions raciales. Toutes ces spécialités. Chez une seule personne. Mon cher Clément, je te laisse la parole pour une demi-heure pour une communication. Merci beaucoup, précis. Je te laisse, donc, qui s'intitule, je donne ton titre, Effacement de la macule ou égalité devant la loi. Donc, on voit bien ici les races et les questions politiques qui te tiennent à cœur, les dilemmes du premier constitutionnalisme hispanique face à l'effacement des statuts racialisés. Mon cher Clément, tu as la parole. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de parler en dernier, comme ça, après des journées denses, et de parler aussi après les audits. C'est toujours difficile. Donc je vais aborder un thème qui est un petit peu différent du titre que je vous ai fourni, et qui va proposer plutôt un balayage dans le temps long sur la question précisément de la macule, de son identification à partir des pratiques dans un espace qui est dans l'espace familier, la Colombie, le Venezuela, mais aussi le monde andin, et en essayant d'étendre à l'ensemble de l'Amérique latine tout au long du 19e siècle, en posant trois questions principales à partir d'un constat que j'ai fait dans mes travaux, et que la question justement de la macule était toujours difficile et incertain. C'est-à-dire que ce qui apparaît dans les sources, notamment dans les procédures judiciaires, c'est la difficulté à assigner à un individu un statut et à définir précisément sa qualité pour essayer d'évaluer ses capacités juridiques, l'autoriser ou lui interdire l'entrée dans une corporation. Et notamment pour tout ce qui a trait au monde indigène, qui est un petit peu moins traité dans les études raciales, hein, parce qu'on parle beaucoup justement de population noire, à juste titre. Mais le monde indien est souvent abordé en silo dans un registre qui est un peu différent et qui relève plutôt des études anthropologiques liées à l'ethnicité. Or, le pari que je fais ici, c'est de m'attacher justement à des formes de racialisation du monde qui sont liées au monde indigène, en posant trois questions. La première question, c'est d'essayer de comprendre, de vous montrer quelles sont les pratiques d'identification de la macule dans un contexte qui est incertain, où l'alignement entre le phénotype d'un côté, le statut juridique de l'autre, et la situation sociale, enfin, ne sont jamais assurés, comme je vous l'ai dit. C'est-à-dire que contrairement aux îles à sucre anglaises ou françaises, contrairement au sud des États-Unis au XVIIIe siècle et au XIXe siècle, on ne peut pas dire une personne qui est noire est forcément esclave. Il peut y avoir des esclaves blancs, il peut y avoir des blancs qui n'ont pas l'air de blancs. Donc, en gros, la race est une condition d'incertitude, pour reprendre une formule tout à fait connue, et par conséquent, se sont développées un certain nombre de procédures, de techniques d'identification de la macule, et des techniques qui, à l'époque que j'étudie, c'est-à-dire à l'âge des révolutions et tout au long du XIXe siècle, sont évidemment placées sous le feu de critiques, et de critiques qui sont liées au surgissement de nouveaux répertoires libéraux, républicains, aux idées des Lumières en règle générale, qui ont tendance à contester précisément la légitimité des hiérarchies fondées sur la transmission généalogique à travers les générations du macule. Donc ça, c'est le premier point à partir, et je le ferai à partir du cas de l'individu. Vous avez la diapositive, Rocio, qui a eu rencontré un certain nombre de problèmes pour être accepté dans le collège des avocats de Caracas parce qu'il avait une arrière-grand-mère indienne, et donc il était
quinteron de sang indigène. Et pendant 7 ans, on a bloqué son accès à son entrée, alors pourtant qu'il était membre de l'élite de Caracas, au collège des avocats, sur ce fond, pour cette raison. Et son procès est intéressant à différents titres. Le deuxième point que je voudrais aborder, c'est comment cette question de la macule, de la couleur, de la race, deviennent spécifiquement des objets extrêmement polémiques dès la fin du XVIIIe siècle, dans le contexte des révolutions caribéennes et dans le contexte des révolutions d'indépendance dans le monde ibéro-américain. Objets polémiques qui vont le rester tout au long du XIXe siècle. En essayant de contester la vision traditionnelle qui s'appuie sur une tension très claire entre, d'un côté, des registres universalistes libéraux républicains qui seraient hostiles à la racialisation, qui élimineraient justement toute distinction de race, donc un cadre juridique et politique et symbolique qui éliminerait toutes ces distinctions, et de l'autre, le maintien de la force du préjugé, une société qui continuera à fonctionner sur des logiques coloniales et post-coloniales, dans une forme de schizophrénie entre le cadre politique et la force du préjugé qui se maintiendrait, en essayant de montrer précisément que au cours des indépendances, des révolutions d'indépendance, l'objectif des révolutionnaires, des élites révolutionnaires, n'était pas tant de créer une société d'égaux, mais de recomposer, de refonder les principes de légitimation des inégalités au sein de la société. Et puis le troisième point consistera à poser une question qui est tout à fait simple, c'est-à-dire à partir de quand, dans les pratiques d'enregistrement des différents états, des différentes qualités des populations, Pardo, Blanco, Indio, notamment dans les registres de baptême, dans les recensements, à partir de quand ces mentions vont disparaître sous l'effet des décisions constitutionnelles qui les déclarent illégales. Et la position habituelle des historiens consiste à dire, à partir du moment où les constitutions décrètent que tous les citoyens, quelle que soit leur origine, leur couleur ou leur race, mais c'est pas tellement le mot qui est utilisé, c'est plutôt le mot de classe qui est utilisé, on ne peut plus faire ce genre de distinction, et bien automatiquement ce type de documentation, ce type de preuve scripturaire dans les documents de la pratique disparaîtrait. Et donc il n'y a pas d'étude là-dessus. J'ai mené une étude justement dans un certain nombre de fonds archivistiques pour essayer de situer le moment où ces notations coloniales, typiques du monde colonial, disparaîtraient, et ça réserve un certain nombre de surprises qui tiennent à la fois, je dirais, à la façon dont la question des couleurs, des classes et des races est envisagée, mais aussi qui tiennent au fonctionnement de l'État et des pouvoirs publics. Alors le premier point consiste précisément à essayer de voir comment s'élabore la question de la macule à la fin de la période coloniale, en prenant un cas précis, qui est le cas de Juan Germán Rocio, qui est un personnage intéressant parce que Rocio, c'est le rédacteur de la première déclaration d'indépendance hispano-américaine en 1811, et c'est l'auteur du premier texte républicain du monde hispano-américain, qui porte un titre assez intéressant, qui est Patriotisme de Nielua et Abus des rois. Et Nielua, c'était la seule ville du Venezuela qui était gouvernée par des Noirs. Il y avait une licence particulière, comme la ville avait été conquise par un contingent de Noirs. Elle était dirigée, elle était gouvernée par une municipalité composée d'individus noirs. Et dans ce texte, il montre précisément la capacité, la disposition des populations d'origine africaine à la citoyenneté et au républicanisme. Et il en a fait la possibilité et la viabilité du républicanisme pour un pays comme le Venezuela. Donc c'est quelqu'un qui fait partie des élites révolutionnaires et qui est particulièrement sensible à la question précisément de la citoyenneté des non-blancs, des non-espagnols, et qui a une trajectoire un petit peu particulière,
dans la mesure où il vient, je dirais, d'un milieu social relativement humble. Il naît dans les grandes plaines de Loreno. Son père est d'origine italienne, d'où son nom, mais la famille de sa mère est d'origine plus obscure, puisque sa mère est carteronne de sang indien. Ça veut dire qu'elle a une grand-mère indienne. Cette naissance relativement obscure ne l'empêche pas de devenir un grand professeur de droit romain. Il est professeur de droit romain à l'université de Caracas. Il est membre de l'Académie royale de droit espagnol et public. Il est aussi juge de pratique dans les tribunaux. Donc, on voit l'effet, je dirais, pas forcément l'effet ambivalent de la macule. C'est-à-dire qu'il peut accéder à un certain nombre de positions importantes. Le fait qu'il ait une origine, une généalogie qui soit tachée de cette petite macule microscopique, d'une certaine façon, ne l'empêche pas de devenir un professeur de droit romain, d'occuper une position éminente dans la société de Caracas. Mais dès lors qu'il s'agit d'accéder à une corporation qui est particulièrement protégée par la pureté de sang, qui est le collège des avocats, les problèmes ici se posent. Et on voit, les statuts du collège des avocats de Caracas, c'est intéressant parce que on voit toute la vieille soute de la discrimination sur le sang hispanique, il faut être de naissance légitime, mais aussi que le sang soit de vieux chrétiens, pur de toute mauvaise de noirs, de mulâtres, sans aucune note de mort, de juifs, de récemment convertis à notre foi catholique, ni d'autres qui soient infâmes. L'intérêt de ce procès, c'est précisément que Rocio est capable d'avoir une attitude éminemment réflexive sur la situation, d'être capable d'organiser toute une argumentation extrêmement complexe sur la question de la macule et des incapacités finalement qu'elle suscite, et une argumentation qui est marquée par une forme d'équivocité. C'est-à-dire qu'il n'est ni défavorable au fait que le collège des avocats soit protégé par une forme de pureté de sang, et il considère par exemple, comme la plupart des individus, des élites de son époque, que la société vénézuélienne est constituée en classes de couleurs et qu'elles sont hiérarchisées les unes par rapport aux autres, et que leur articulation hiérarchisée permet d'organiser un ordre commun vivable et acceptable, mais il s'appuie sur la notion de talent et de vertu individuelle pour plaider son dossier d'une certaine façon. Et il le fait à partir d'une argumentation casuistique qu'on va retrouver dans beaucoup d'autres, tout au long du XIXe siècle, autour de l'idée que les Indiens ne sont pas marqués par la macule qui doit frapper les descendants de juifs, les descendants de musulmans ou les noirs, dans un contexte qui est un petit peu particulier et sur lequel je reviendrai. Donc ce dossier est vraiment intéressant parce que à la fois il permet de comprendre comment en 1798 la question de la transmission généalogique de l'infanterie était pensée, et comment elle commençait à être politisée dans le cadre justement des révoltes de Saint-Domingue, qui avaient des échos certains au Venezuela et d'un certain nombre d'événements qui étaient liés à la question de la contestation des hiérarchies coloniales dans cette région. Et il le fait avec une forme d'argumentation qui est typique du système judiciaire et juridique ibérique de cette époque, c'est-à-dire une argumentation casuistique qui va prendre un certain nombre de monuments juridiques et un certain nombre d'autorités très différentes et très variées pour s'appuyer sur chacune d'elles et pour contester le fait qu'on l'empêche d'accéder au collège des avocats. Alors, je vais aller assez vite parce que c'est pas le point que je veux démontrer, mais il va démontrer par exemple que les Indiens sont des Blancs fils de Sem, donc ne sont pas marqués par la bénédiction biblique.
Il va utiliser un argument généalogique sur le fait que il ne peut pas être frappé par la macule. Il va utiliser l'argument du statut d'étranger, hein, le fait que les Indiens étaient des autochtones, des indigènes. Donc, par conséquent, ils ont des droits que les forains n'ont pas, et notamment les Noirs n'ont pas, puisqu'ils sont d'origine africaine. Donc la question du caractère forain ou non de son origine, et ça c'est un point très important parce que une des raisons du caractère des discriminations dont souffraient les Pablos et les gens d'origine africaine, c'était précisément qu'ils étaient d'origine extérieure à la monarchie, hein, qu'ils étaient des forains, et pas uniquement pour des raisons raciales. Donc ça c'est un point important. Il dit qu'il faut raisonner en termes de nationalité désormais. Il y a des Britanniques, il y a des Français, des Portugais, il y a aussi des Espagnols, et donc il y a une homogénéité du statut qui est lié à la nation espagnole comme identité impériale. Il y a l'idée que la macule est liée à la réputation, hein, et que lui a la réputation d'être blanc, hein, et que c'est ça qui compte plus que la généalogie réelle. Donc il y a 100 points, hein, donc je ne vais pas tous les détailler, une centaine de points. Il se réfère aussi à Humboldt, donc il s'appuie sur des savoirs naturels pour montrer la disposition des indigènes à la civilisation. Ils ont créé de grandes civilisations qui sont susceptibles de retrouver. Il y a une altération qui est temporaire de leur sang, mais cette altération est réversible. Et il plaide aussi, malgré tout, sur la capacité morale et politique des Noirs. Alors, justement, c'est ça le point qui est un petit peu délicat, c'est que il ne veut pas dire que les Noirs, en tant que groupe, sont tous susceptibles justement d'accéder à un régime de liberté et de civilisation, mais il dit qu'il y a des cas particuliers, des cas spécifiques, qui sont marqués par des individus de talent et de vertu, qui peuvent accéder, être tenus pour blancs, et donc ils ne doivent pas être limités dans leurs ambitions. Ils doivent pouvoir accéder aux corporations supérieures. Alors, ce qu'on voit à travers ce procès, c'est deux choses, on pourrait dire deux formes de construction des barrières, des frontières raciales et de couleur. On va discuter exactement de la pertinence de l'emploi de ces mots. Qui se superposent. Il y a une première forme qui est liée à la limpieza des sangres, c'est-à-dire une manière de construire les frontières raciales à partir de l'identification d'une macule qui est liée à une généalogie et qui prend corps véritablement à travers la procédure judiciaire et la procédure juridique ici. Voilà. Et bien à travers la démonstration d'une preuve et en l'espèce des actes de baptême qui montrent que une des arrière-grand-mères de Rocio était indienne. Et c'est ça qui fait exister d'une certaine façon la macule raciale, c'est la procédure judiciaire qui donne vraiment corps à la macule et qui va construire des barrières, un processus de purification des corporations et qui correspond, disons, à une conception organiciste de la société, où chacun est placé par Dieu à la place qu'il doit occuper justement. Et le travail des hommes, c'est précisément de préserver la pureté des corporations supérieures par rapport aux corps inférieurs. Mais il y a une autre notion qui apparaît dans le procès, c'est la notion de classe. La notion de classe, qui est utilisée tout au long du XIXe siècle et qui remplace en réalité, ou qui sert de synonyme en partie à la question de race, c'est le mot de classe qui est utilisé, apparaît dans le dictionnaire espagnol dans les années 1770. C'est un mot nouveau, en 1780. C'est en 1780 qu'il apparaît. Il apparaît comme un mot nouveau. Il a à la fois un sens un peu traditionnel qui serait synonyme du terme d'ordre, les titres, les nobles, classis ordo, mais aussi il se réfère à des nouveaux savoirs, comme les savoirs naturalistes, l'ordre des choses qui appartiennent à une même espèce, comme la classe des végétaux, des minéraux, etc.
Et donc, il y a, je dirais, une conception un peu différente de la race qui émerge à la fin du XVIIIe siècle et qui est enchâssée, qui est signifiée par ce terme de classe qui est utilisé de façon extrêmement fréquente, qui va désigner la classe des blancos, pardos, indios, mestizos et même esclavos. Et ce qui caractérise la classe par contraste avec la pureté de sang, c'est deux choses essentiellement. Premièrement, il y a une certaine disponibilité de la classe au mérite et au talent individuel. C'est-à-dire que la classe définit une disposition collective à l'honneur de la famille, mais qui n'empêche pas absolument à certains individus de s'en affranchir pour passer à une classe supérieure. Donc, ce ne sont pas les races biologiques de la deuxième moitié du XIXe siècle. Il y a une conception plus dynamique, plus ouverte, plus disponible, en fait, de cette conception, on va dire, de la race. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui est très important, c'est l'abandon de la conception organiciste et harmonique de la société. C'est-à-dire, les classes doivent être, évidemment, s'entendre pour encadrer l'ordre public, mais de fait, les classes peuvent être ennemies les unes des autres. Et là, il y a une véritable obsession, c'est le caractère conflictuel d'une société composée par des classes, qui apparaît dans beaucoup de documentation et qui est exemplifié par des phénomènes qui se trouvent à proximité de la côte de Caracas, c'est-à-dire la révolte des esclaves de Saint-Domingue en 1991, tout ce qui se passe à la Guadeloupe, à la Martinique, un certain nombre de conspirations qui ont lieu, vous voyez les petits triangles dans l'espace caribéen, qui fait dire que, d'une certaine façon, cette société organique d'ancien régime, pour utiliser des catégories massives, qui assurait l'ordre commun dans la hiérarchie, est en train de se défaire pour devenir une société où les classes sont ennemies les unes des autres, et c'est un terme qu'on rencontre très souvent. Et toute la question, précisément, c'est d'essayer de maintenir cette société chancelante qui pourrait sombrer dans le chaos. Donc c'est ce que révèle un petit peu le procès de Rossio, qui est un procès qui montre justement la politisation de la question de la couleur, dans la mesure où ce qui est contesté, c'est pas uniquement, ce que conteste Rossio dans son procès, c'est pas uniquement l'iniquité qui lui est faite, c'est le principe même de cette hiérarchisation de la MACU qui l'empêche d'accéder au collège des avocats. Et par ailleurs, il va défendre des femmes noires dans un certain nombre de procès, notamment des femmes noires de l'élite parda de Caracas, qui souhaitent utiliser un tapis de prière, et c'est une distinction qui est réservée à l'aristocratie blanche de la région. Il la défend avec tout un vocabulaire disons, éclairé. Et on pourrait repérer, disons, un troisième usage du mot race plutôt dans les savoirs naturalistes, puisque vous savez que Humboldt passe dans la région, et Humboldt utilise beaucoup le terme de race, et là c'est plutôt dans le domaine de la réflexion scientifique, des savoirs naturalistes, mais qui sont vraiment cultivés aussi dans cette région par un groupe très important de Nouvelle-Grenade, qu'un historien colombien appelé les éclairés de Nouvelle-Grenade, et qui réfléchissent justement à la question des indigènes, à la fois en rapport avec un raisonnement généalogique, par rapport à leur origine asiatique supposée, et l'impact qu'aurait cette origine asiatique, ce type originaire, sur leur aptitude à la civilisation, à la régénération, et puis dans un raisonnement aussi environnemental, lié à l'altitude où ils se trouvent, et aux relations entre l'altitude et la physiologie et la moralité des Indiens. Alors le deuxième point, et je ne sais pas où j'en suis, il faut m'arrêter, hein, c'est 22 minutes. C'est la question des révolutions républicaines. Au cours des révolutions qui sont républicaines dans cette région, on peut repérer dans le travail constitutionnel une intention qui n'est jamais complètement dite, qui consiste
à supprimer je dirais, une partie de la constitution généalogique de l'ordre social et de la transmission des statuts des individus par la généalogie. Et quand on regarde par exemple la constitution du Venezuela en 1911, on voit que la suppression de la noblesse, du titre héréditaire, même la suppression de la monarchie, est liée avec l'égalité des gens de couleur libre, qui était aussi un statut transmissible, l'abolition de la traite des esclaves, et l'abolition des lois spéciales des citoyens que l'on a appelés jusqu'à ce jour des Indiens. L'idée générale de ces premières constitutions républicaines, c'est précisément d'essayer d'abolir d'une certaine façon le montage généalogique d'une société qui est coloniale et où les statuts des individus étaient déterminés par une généalogie. Alors évidemment, l'histoire est un peu plus complexe parce que des élites comme Bolivar, par exemple, se rendent compte que le démantèlement de ces généalogies est à la fois impossible et surtout est dangereux pour l'ordre social, et ils tentent de rétablir dans l'ordre républicain des formes d'institutions généalogiques comme une noblesse militaire, par exemple, une présidence à vie, introduire des éléments monarchiques dans les constitutions qui lient au retour de la modération, des facteurs de modération pour calmer le flux démocratique ou la puissance démocratique. Mais ce qu'on peut lire, et ça c'est un travail, vous pouvez peut-être me faire confiance là-dessus, en gros, l'adoption du principe d'égalité devant la loi ne vise pas tant à construire une société de citoyens égaux entre eux, qu'à détruire un certain nombre d'obstacles ou de hiérarchies qui sont considérées comme artificielles, comme la noblesse par exemple, qui faussent justement le jeu de la liberté au sein de la société, et donc l'émergence de hiérarchies fondées légitimement en nature, sur les talents individuels notamment, et sur les dispositions différenciées des différentes classes de la population à accomplir les promesses de la citoyenneté et de la civilisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en gros, ce que veulent faire ces révolutions libérales, c'est articuler un ordre naturel de l'économie, de l'homme, de la nature, c'est-à-dire des mécanismes naturels au sein du monde créé et qui déterminent les mécanismes naturels du commerce, mais aussi de l'homme et de la nature. Donc une conception naturaliste de la société avec le cadre législatif et politique. L'idée, c'est d'éliminer l'ensemble des lois tyranniques, justement, qui perturbent le fonctionnement naturel de l'économie et de la régénération des populations. Alors, j'en ai pas beaucoup parlé, mais la population test, c'est le monde indigène. Depuis la fin du XVIIIe siècle, la grande réflexion dans le cadre de la monarchie hispanique, c'est précisément comment créer un corpus de lois qui permettent de régénérer les Indiens, qui sont la force de travail principale de la monarchie espagnole, comment détruire les lois tyranniques et coloniales pour qu'ils soient engagés dans un processus de régénération, qu'ils retrouvent leur gloire perdue. Et c'est pour ça que les Indiens sont particulièrement importants dans ce constitutionnalisme, et que le patriotisme des Indiens, et aussi des Noirs, mais le patriotisme en tout cas des classes dégradées de la société, c'est le test et la preuve de l'efficacité possible d'une régénération libérale et républicaine. Et cette régénération libérale et républicaine, elle est possible que si des mécanismes naturels à l'œuvre dans la nature sont libérés des entraves de lois tyranniques. Voilà. Et donc ça crée pas nécessairement une société d'égaux et une société égalitaire immédiatement, mais ça crée les conditions matérielles pour que les indigènes puissent notamment se régénérer. Par exemple, il faut que les Indiens accèdent au marché, il faut qu'ils accèdent à la propriété individuelle, il faut que toutes les lois sur la propriété collective soient détruites, parce que c'est ce qui les enferme dans une forme d'état stationnaire, etc. Et
Et c'est un petit peu cet objet-là. Donc, ces libéraux, ces républicains libéraux ne veulent pas en réalité l'égalité, ils veulent légitimer les hiérarchies sur de nouveaux fonds et au sein, disons, de cette nouvelle base, les mécanismes qui sont à l'œuvre dans la nature du commerce, c'est une base qui est sûre parce que c'est une base objective. Alors après, il y a la question, et je vais aller très vite, justement, des effets de ces constitutions. Et là, je vais aller vite. Les constitutions dans le monde numérique ne sont pas dérogatoires. C'est-à-dire qu'elles ne dérogent pas tout le droit ancien qui, d'une certaine façon, va passer dans la modernité politique pour structurer littéralement les nouveaux États indépendants. Et notamment, on ne touche pas à la justice, ce qui fait qu'à la fin du 19e siècle, au Mexique, on peut s'appuyer sur une cellule royale de la fin du 18e siècle, et la citer. Donc ça veut dire que l'abolition des distinctions de race dans les constitutions, elles n'ont pas forcément d'effet sur le terrain. Et ce qui fait dire des bêtises à des sociologues comme Mara Lodman qui dit bon, il y a une période justement au moment des indépendances jusqu'aux années 1860-70 où dans les recensements la question raciale n'est plus posée, les recensements nationaux, ce qui est vrai. Mais de fait, l'enregistrement de la macule, elle continue dans un certain nombre de documentations de la pratique sur le terrain, parce que précisément la Constitution n'interdit pas du fait de son caractère juridictionnel et non dérogatoire, l'enregistrement sur le terrain de ces catégorisations de classes. Alors là, j'ai plus le temps, mais je veux respecter le temps. J'ai fait le travail. Dans un certain nombre de pays, il faut attendre 30 ou 40 ans pour qu'on cesse de noter la qualité des individus comme pardos, indios, mestizos. Et il y a des cas, comme celui de la Bolivie, où jusqu'au XXe siècle, et notamment jusqu'en 1920, toutes ces catégories coloniales sont utilisées, blancos, mestizos. Voilà, un registre de baptême de 1920, il y a une continuité absolument impressionnante dans les modes d'enregistrement, mais aussi dans les recensements urbains, c'est-à-dire au niveau local. Toutes ces pratiques restent souvent, montrent une continuité extrêmement grande avec la période coloniale. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il n'y a pas de coupure en réalité. Je ne fais pas complètement l'hypothèse de la continuité, j'ai essayé de vous montrer le contraire, mais je montre quand même qu'il y a un certain nombre de pratiques d'enregistrement de la macule qui vont durer jusqu'au XXe siècle et qui, d'une certaine façon, font le pont entre les hiérarchies racialisées de l'ancien régime et le darwinisme social obsédé par les races de la fin du XIXe siècle. Et que ce qu'on estimait être une éclipse pendant la première période du premier XIXe siècle, en fait, c'est une illusion qui est liée au fait qu'on n'a pas cherché ces enregistrements de la macule là où ils étaient, c'est-à-dire dans les registres de la pratique, au niveau des registres de baptême, notamment des recensements urbains, où ils sont bien présents dans des vidéos aussi. Et ça permet de faire la jonction. Voilà. Et un autre élément de conclusion, précisément, c'est le malentendu sur le lien entre libéralisme, républicanisme et construction d'une société des égaux. Je pense qu'il faut le réhistoriciser complètement, voir que le républicanisme du début du XIXe siècle n'est pas un républicanisme nécessairement égalitaire et que les libéraux non plus ne sont pas nécessairement égalitaires, mais qu'ils veulent refonder les hiérarchies sur de nouvelles bases, et parmi lesquelles la question de la race, de la couleur joue un rôle important.